We're going to be starting with a presentation by my colleague, Yolène, who has not participated in the recommendation center sessions, but as a part of our journey as an institution, as Brussels Museums, my colleagues, Yolène and Emma, in theory, are reading through these notes that we're going through and are learning about what the think tank is telling us and what the museums are telling us. And so Yolène is going to do a presentation on our partnerships discussion. Now I'm going to give you a little introduction about who Yolène is. So Yolène is currently one of the co-project managers of Museum Night Fever and the Nocturne, which are starting soon. Having graduated in art history, her first interests were in architecture. Good stuff. Through her experiences at the city of Brussels as a street art project manager, she discovered a rich artistic environment, but one that lacked diversity. Working in the streets, both with communities and artists, inspired her to work towards a more equal and inclusive society. Thank you, Yolène. Voilà, bonjour à tous et à toutes. Donc, merci beaucoup, Mary, pour cette introduction. Je vais essayer de faire de mon mieux pour vous présenter voilà, un des projets du think tank, donc sur les partenariats. Voilà, donc. Voilà, j'essaye de gérer tout ça. Donc, la première chose dont je vais vous parler, donc c'était l'objectif du projet, l'objectif du projet, pardon. C'est plutôt, je m'en mêle un peu. Donc, on va parler genre du deuxième P du projet Open Museum. Donc, celui des partenariats, comme je viens de le dire, avec deux questions très importantes qui ont été posées pour commencer. Donc, pourquoi les partenariats sont-ils si importants pour les musées qui cherchent à devenir des institutions inclusives? Et comment les musées déterminent-ils les partenaires à choisir? Donc, la première étape pour commencer les partenariats, c'est définir quels sont les types de partenariats qui sont concernés. La réponse est très simple, c'est tous. Quand il s'agit de partenariats dans le cadre d'un musée, donc la plupart du temps, on pense plutôt aux partenariats artistiques ou avec des experts dans le cadre d'expositions, par exemple. Or, ici, dans le projet qui a été mené par rapport à ça, il s'agit d'inclure tous les types de partenariats. Donc, par exemple, avec le personnel de sécurité, le personnel d'accueil, les bénévoles aussi. Donc, voilà, toutes les personnes avec qui un musée est amené à collaborer dans son fonctionnement structurel et artistique, on va dire. Alors, donc, il s'agira ici de présenter les idées pour faire de ces institutions des espaces plus inclusifs, des groupes de réflexion et des musées, lors de cette session qui a eu lieu au mois de décembre, pardon. Donc, vous avez ici les musées qui ont participé, ainsi que les experts du think tank qui ont participé. Donc, cette session s'est déroulée le 8 novembre dernier et s'est réunie au Centre d'art IMAL pour les cultures et technologies numériques. Les musées sont réunis un mois plus tard pour discuter du même sujet avec une intervention de, je suis désolée, j'espère que je vais correctement prononcer, Bente Beerkmans de l'Association des musées néerlandais. Alors, lors de cette intervention, elle a évoqué un projet avec le musée Van Gogh d'Amsterdam et le Daily Paper, un magasin de vêtements néerlandais populaire auprès des jeunes. Alors, ici, on va vous présenter une petite vidéo qui illustre ce partenariat. Lancement de la vidéo. Weet je, als je als museum zijnde inclusief wilt zijn, dan moet je ten eerste ook gaan afvragen, oké, wat betekent inclusiviteit nou eigenlijk nu?
en hoe ziet dat eruit? Zo ben ik omheen gaan kijken welke organisatie dat uitstraalt of dat in zich heeft. En als je daar naar gaat kijken, dan kom je al heel snel uit bij Daily Paper. Als wij een samenwerking doen, moet het heel dicht bij onszelf liggen. Wij zijn van de DIY-generatie. En ja, Van Gogh eigenlijk ook in zijn periode. Hij heeft zichzelf leren schilderen. Hij heeft zichzelf leren denken in kleurenpatronen. En dat komt heel erg dicht bij ons. Wat wij proberen te doen is een klein beetje te spelen met de cliché, wat mensen kennen, maar ook wel kunstwerken uitkiezen die heel veel mensen niet kennen. Wat ik het meest interessante vind aan het leven van Van Gogh, dus los van zijn werk, maar over zijn levensverhaal, is zijn broer Theo. Want zijn broer Theo is iemand die voor een ommekeer heeft gezorgd in zijn leven toen Vincent nog erg aan het zoeken was van wat wordt mijn bestemming in het leven, waar ga ik naartoe. Zijn broer zei, hey, luister, ik ontvang heel vaak brieven van jou met mooie schetsen, mooie tekeningen, maar dan ga je niet gewoon proberen om daarin je geluk of je passie in te vinden. Ga tekenen, ga schilderen. En zo heeft iedereen wel iemand gehad in zijn leven die voor een omslag zorgde. Als je het verhaal van Daily Paper kent, dan weet je gewoon, we zijn begonnen als een blog. Toen hebben we gezegd van, hey, ik heb eigenlijk niet zo heel veel meer zin om te gaan bloggen, maar ik wil me volledig gaan focussen op het maken van kleding. Ik had een broer die gunde me dat ik dat kon gaan onderzoeken, dus die had me geholpen met mijn vliegticket. En ik denk wel dat hij gewoon zag dat ik het gewoon graag wou. En dat geeft ook eigenlijk aan dat soms mensen je goed kunnen helpen om jouw pad te volgen. En dat zie ik ook terug bij Vincent, die zelf is gaan schilderen, keihard is gaan oefenen, op zijn bek is gegaan en vervolgens hele mooie werken heeft gemaakt. Ik begreep dat de oprichters ook naar Parijs zijn geweest, omdat ze dachten van oké, daar kunnen we ons door laten inspireren. Van Gogh deed precies hetzelfde, ging ook daar naartoe. En dat is denk ik een van de belangrijkste dingen als je het hebt over creativiteit, dat je je laat inspireren door anderen. Oh, hell no! Zodra hij naar Parijs ging, werd zijn kleurenpalet anders, zijn omgeving werd anders. Hij had een nieuwe vorm van inspiratie en dat hebben wij ook. En het was back in the days, het was nog veel moeilijker. We hebben nog geluk gehad met internet. Hij had waarschijnlijk geen beeld wat hij verwachtte van Parijs. En toen hij daar was het van wow, wat is dit? En dat inspireerde hem. Guillaume was wel echt de aanjager, weet je. Guillaume die deed Filling Pieces. En hij had als eerste die confidence om te zeggen, kom, we gaan naar Parijs. Ik denk dat dat heel belangrijk was voor het zelfvertrouwen binnen ons als collectief. Als je op een gegeven moment hoort van andere mensen van hey, het ziet er wel goed uit, of we willen wel met jullie werken. Dat geeft gewoon een boost, dat geeft gewoon een geloof. En dat hadden wij echt op dat moment nodig. Als je gaat kijken naar het alledaagse, wat je natuurlijk ook hier in Nederland hebt, zij het een andere manier van het alledaagse. Van Gogh was gek op het alledaagse. Hij wilde dat, vooral aan het begin van zijn carrière, wilde hij dat vastleggen. Wat ik daarvan heb gezien in Miami is dat heel veel mensen op een hele andere manier kunst eigenlijk beleven. Hè? Dus de straat is vol, de mensen, muziek. Nou ja, eigenlijk iets wat wij als museum zijn er meer mogen opzoeken. En daar kan je ook heel veel van leren. Als je het hebt over inclusiviteit en diversiteit, dat zit gewoon heel erg zwaar in het alledaagse. En dus kan je ook wel zeggen dat musea en misschien ook wel het Van Gogh Museum daar nog wel vanaf staat. En dan is juist iets zoals Van Gogh verbindt heel sterk om samen met een Daily Paper op te trekken, om het alledaagse op te zoeken en te onderzoeken hoe je je daarin kan verhouden als museum, als organisatie, in plaats van de traditionele manieren die we vooralsnog nu echt doen. Voilà. Donc, après cette fantastique vidéo, donc, qui illustre voilà, très bien ce que potentiellement peut devenir une bonne collaboration entre un musée et des communautés locales.
Alors, voilà, ici vous avez des pièces qui présentent voilà, des vêtements qui ont été réalisés lors de ce projet, donc le Van Gogh Connect. Alors, prochain slide. Nous y voilà. Donc, ici, on va plutôt rentrer dans le vif du sujet, donc l'introspection, les questions du groupe de réflexion. Donc, avant de se pencher sur les partenaires potentiels, le think tank suggère d'abord que les musées réalisent d'abord une introspection pour déterminer ce qui leur manque comme perspective. Avant d'essayer d'y remédier par des partenariats stratégiques, Donc, il suggère de se concentrer sur l'identité des personnes impliquées, pour commencer, et les inviter à faire un recensement afin que les musées puissent comprendre les perspectives qui sont déjà présentes. Donc, ça comprend l'âge, le genre, l'ethnie, par exemple. Et les questions posées sont donc les suivantes, dans ce cadre d'introspection. Donc, qui sont les personnes que le musée embauche, en particulier pour les postes de direction et d'autorité, qui s'occupent des programmes de partenariat, et qui sont les individus, les groupes dont les travaux et recherches sont exposés. Dernière question qui est posée, c'est quels sont les sujets et les thèmes que les musées choisissent de mettre en avant. Une fois que ce travail d'introspection est terminé, il est également important de faire une évaluation du pôle actuel de partenaires, avec qui est-ce que le musée travaille déjà à l'heure actuelle, et est-ce que ces partenariats sont satisfaisants pour l'instant. Il faut prendre le temps d'évaluer ces personnes, comme je dis, les attentes, les perspectives, est-ce qu'ils sont alignés aux valeurs que l'institution souhaite représenter, et voilà, quelles sont les perspectives que le musée souhaite inclure davantage dans le musée. Et c'est grâce à cet examen, cette introspection, que ça peut faire apparaître des nouvelles opportunités stratégiques, dans un but d'apporter de la diversité, au sein du musée. Alors, il y a quelques petites étapes à faire avant, comme on l'avait dit, de faire appel à des partenaires. Donc, la question la plus fréquemment posée sur la manière de créer ces partenariats stratégiques, c'est de savoir comment trouver les bons experts, artistes ou associations. Alors, la réponse est simple, mais elle est difficile à mettre en œuvre. Les musées doivent faire leur travail. Donc, si un musée souhaite mieux représenter les nouvelles perspectives au sein de son institution, il doit commencer à envisager d'autres pistes, sortir du cadre traditionnel. Et donc, à ce moment-là, le groupe de réflexion a suggéré d'aller dans les secteurs, groupes concernés, de parler aux gens, tout simplement, sans demander directement un partenariat, mais plutôt faire une espèce de recensement, rencontrer différentes personnes, différents groupes, différentes associations, afin d'avoir une vue plus globale sur le thème qui souhaite être exploré par l'institution. Donc, au plus, le musée rencontrera des personnes liées au milieu. Au mieux, le musée pourra comprendre la situation et les voix qui sont respectées au sein de la communauté. À partir de là, le musée peut chercher à avoir une pluralité de partenaires sur un sujet, peut-être même un comité d'experts réels sur le sujet. Et le groupe de réflexion tient à souligner qu'il arrive souvent que les musées s'associent avec les mêmes associations. On ne va pas généralement chercher plus loin que ce qu'on a l'habitude de faire. Donc c'est important de cultiver des relations avec des associations qui sont peut-être moins visibles. Parce que comme Mary l'a parfaitement bien écrit dans cette présentation, la crédibilité ne vient pas de leur visibilité, mais de leur expertise. Donc ça, c'est quelque chose de très important à retenir. Qu'est-ce qu'un musée peut offrir à des partenaires ? Alors, pour chaque partenariat, il faut réfléchir à la raison pour laquelle il a été créé. Encore une fois, c'est assez basique, mais on n'y pense pas. Il faut passer de la question de savoir comment le partenaire peut nous être utile à celle du soutien que nous pouvons apporter aux partenaires. Donc, plus d'être dans une politique d'échange plutôt qu'un simple contrat de réalisation. De là, un premier constat concerne les finances. Voilà, les musées n'ont pas d'argent, la culture n'a pas d'argent. Donc souvent, les musées ne disposent pas des moyens financiers suffisants. Donc il faut penser à d'autres types de rémunération ou d'échanges.
Comme par exemple, si maintenant une rémunération, je suis vraiment désolée avec ce mot, n'est pas suffisante, il faut penser peut-être à offrir les infrastructures que le musée dispose, offrir de la visibilité dans les boutiques, des programmes de mentorat, voilà, etc., etc. Je vais pas vous donner toutes les idées non plus. Comme on l'a dit, il faut que vous fassiez le travail. Donc, il est important d'avoir l'esprit ouvert à ce moment-là. Et chaque musée dispose de ses propres espaces et ses propres talents qui peuvent être utilisés de manière créative pour trouver des solutions d'échange. C'est vraiment pas fluide quand je le fais, je suis vraiment désolée. Alors, la co-création à long terme. Donc, comme le personnel de musée dispose d'un temps limité, pas que la mort s'approche, je ne dis pas ça, mais plutôt que les horaires sont non flexibles. Par exemple, une partie du problème réside peut-être aussi dans la manière dont les projets des musées sont conçus. Il faut prendre le temps d'établir un plan qui est plus réaliste en termes de timing, de planification, qui permettent de laisser le temps à des réelles relations de s'établir avec les partenaires. Il faut aussi penser à inclure les personnes tout au long du processus, pas juste au moment où on en a besoin. Et aussi prendre l'habitude de les inclure à la fin. Donc, juste un débriefing. Voilà. Donc, pour travailler sur des co-créations, il faut s'assurer de choisir le partenaire qui correspond à vos besoins. Donc, c'est important que les musées, encore une fois, ça fait partie de tout ce volet de travail. Donc, je vous ai parlé avant de savoir ce que vous voulez, comment, pourquoi, etc. Afin que vos intentions soient les plus claires possibles pour vos partenaires. Donc, si les musées, on parle de co-création maintenant, si les musées prennent en charge des projets sur 3 ou 4 ans, plutôt que sur quelques mois, ils auront un partenariat beaucoup plus épanouissant, ça me paraît plutôt logique, où ils auront le temps d'apprendre et de se développer avec leurs partenaires. Donc, vraiment implémenter ce concept de les partenaires sont impliqués dès le moment de la réflexion jusqu'à la fin au débriefing. Alors, je l'ai édité. Ouais, ok. Alors, connaissez vos partenaires, faites vos recherches. Encore une fois, on insiste sur le travail que vous devez fournir. Donc, il est vraiment important que le musée comprenne les partenaires potentiels avant d'entamer une collaboration avec lui. En d'autres termes, sachez à qui vous vous adressez, d'où vient cette personne, que fait-elle, pourquoi. Donc, lorsqu'il approche des partenaires, les musées peuvent se poser les questions suivantes, comme je viens de le dire. Qui sont ces gens? Quelle est leur mission? Quel est leur objectif pour l'avenir et quel type d'association ou d'entreprise sont-ils? Et encore une fois, tout ça dans un but de comprendre les limites et les possibilités de chacun. Alors, quelques guidelines avant d'entamer des contacts avec de potentiels partenaires. Faire des vraies recherches au préalable sur le sujet dont vous souhaitez aborder. Pas juste avoir un concept en tête, plutôt une idée relativement précise. Lister les experts partenaires potentiels, se renseigner sur les activités, les valeurs et politiques du partenaire choisi. Laisser les partenaires amener leur vision. Il s'agit d'une collaboration, d'un partenariat. Donc les partenaires échangent entre eux. S'assurer que vous et votre partenaire avez les mêmes objectifs, évidemment. Et surtout, bien entendu, mettre tout par écrit, sous forme de convention ou de contrat avec une valeur juridique. Enchaînons sur les contrats, justement. Fantastique. Lors de la conception du budget d'un partenariat, donc il y a de nombreux facteurs qui doivent être pris en compte. Et les musées et le groupe de réflexion ont évoqué de nombreux aspects à surveiller. Alors les postes des musées, c'est beaucoup de salariés. Donc on oublie parfois qu'il y a beaucoup de travailleurs indépendants qui sont payés à l'heure ou des associations qui ont des bénévoles qui font le travail. Donc il est important d'inclure les réunions dans la discussion et déterminer quel est le temps qu'on va leur demander. Certains peuvent se dire, ouais, c'est juste une petite réunion, c'est pas grave, mais voilà, pour d'autres qui sont pas rémunérés pour ça, il faut quand même penser. Pour certains projets, les musées exigent que les artistes et les associations livrent un produit final avant d'être payés pour leur travail. Dans les cas où les musées commandent des œuvres d'artistes, il serait peut-être intéressant de proposer une avance sur une partie de leur salaire afin qu'ils disposent du budget nécessaire lorsqu'ils se présentent. Le budget nécessaire pour créer le produit demandé. J'ai sauté une ligne. On parle de la censure, évidemment. C'est un sujet assez délicat, parce qu'il peut évidemment détruire un partenariat. Et là, on reprend les recommandations du think tank.
Si on fait appel à des gens, on doit leur faire confiance et savoir quelles sont nos limites. Quand on invite des partenaires, on devrait déjà savoir leur discours. Je vais skipper la partie en anglais parce que mon accent n'est pas assez bon. Donc voilà. Mais c'est une très belle phrase, sachez-le. Alors, il faut ajouter des clauses dans le contrat. Donc, s'il s'agit d'une carte blanche, ça doit vraiment être une carte blanche. Sinon, il faut le dire directement. Donc, il faut éviter de polisser le ton, le propos et le contenu, évidemment. Il faut y inclure des conditions. Parce que bon, si le contenu est raciste, sexiste, homophobe, voilà, le musée a le droit de ne pas montrer l'œuvre ou le contenu. Et si maintenant vous vous retrouvez dans un cas où un artiste crée une œuvre qui ne remplit pas vos conditions et que vous décidez de ne pas la montrer, je pense qu'il est quand même important de payer l'artiste pour le travail effectué. Donc, surtout sur ce dernier point, c'est pour ça qu'il faut vraiment réfléchir à ce que le musée peut offrir à ses partenaires, vraiment réfléchir au projet, les limites de chacun. Et si vous disposez d'un budget limité, comme on l'a déjà mentionné plus tôt dans cette petite présentation, il est préférable de trouver un partenariat où les besoins financiers sont limités, mais continuer à réfléchir à des moyens créatifs que le musée peut toujours offrir, outre l'aspect financier. Fantastique. Alors, des partenariats postérieurs, ça va être mon dernier point. Plusieurs musées ont indiqué qu'ils ont l'opportunité d'attirer des publics diversifiés lors d'expositions temporaires, mais qu'ils ont du mal à transformer, à garder ce public sur les expositions au plus long terme. Donc, c'est un constat. C'est difficile de maintenir la diversité des publics de manière structurelle. Et donc, pour ça, il faut faire des changements en termes structurels. Ça est très logique. Et donc, une des solutions proposées, c'est travailler avec des partenaires qui représentent ces publics diversifiés. Donc, on va constater une plus grande fréquentation plus organique de leur public. Mais du coup, la question qu'on repose toujours, c'est comment les musées peuvent-ils maintenir l'intérêt de ces personnes sur le long terme? Alors, les membres du groupe de réflexion ont exprimé le souhait d'avoir un débriefing après les partenariats, où il y a de la place pour le feedback, même s'il est critique. La session de réflexion sur les musées a mis en avant l'intégration des partenaires comme ambassadeurs ou comme membres d'un comité consultatif. La première option permettrait à ces personnes de représenter le musée au sein de leur propre communauté et de faire connaître le travail que le musée accomplit en coulisses. Et la seconde proposition, le comité consultatif peut donner un retour sur les pratiques des musées et les aider à repenser leur activité pour un public plus large. Alors, ça, c'est le vrai dernier point, le changement social, donc. Il est normal et attendu que certaines de ces suggestions provoquent des tensions, car il s'agit de nouvelles perspectives qui sont conçues pour penser le monde tel que nous aimerions le voir. À mesure que les institutions tentent de créer et s'engager de manière plus équitable et qu'elles intègrent de nouvelles perspectives dans leur processus, il faudra faire preuve d'empathie, toujours, envers toutes les parties concernées, garder un esprit ouvert. Certains partenariats inciteront les musées à réévaluer leur mode de fonctionnement, à repenser leur processus, et créer ensemble, et créer avec compréhension. Voilà, je vous remercie beaucoup. J'espère que ça n'a pas été trop...